Ouais. Bonjour, Bonjour. je suis Gildas Niemke. Je suis infirmier inscrit en première année de master pneumologie à l'INFAS d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci de vous être connecté. D'accord. Abba, Bonjour. je suis le directeur de l'ONG. Sophie, allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour. Je suis le docteur Aminato Sophie Koulbari. Je suis médecin anesthésiste réanimateur au Sénégal. D'accord. Merci pour Merci beaucoup de l'invitation. nous avoir rejoints. Il y avait quelqu'un. Monsieur Abba, s'il peut se présenter. Oui, Baskouda. bonjour tout le monde. Oui. Bonjour à tout le monde. Je suis Abba Baskouda, directeur pays de l'ONG Demtou Humanitaire. C'est une ONG internationale. Nous sommes dans deux pays, le Cameroun et la RCA. Merci. D'accord, Monsieur Abba. J'espère que vous allez vous former pour lancer des projets éco dans votre pays. Exactement, exactement. D'accord. OK. Et je suis Merci de ravi nous avoir d'être rejoints. avec vous. D'accord. Avis partagé. Natacha Siewé. Siewé. J'espère que je prononce bien votre micro. Vous vous présentez. Natacha Siewé. Siewé. Votre micro. Bonsoir. Ouais. Natacha Sewe, médecin épidémiologiste en service à l'OMS OK. Cameroun. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Ngbeso. Bonjour à vous. Allô, Oui. bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Dr Ngbesso. Je suis enseignant-chercheur, épidémiologiste, microbiologiste, enseignant-chercheur à l'Université de Cocody, D'accord. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. D'accord. Merci. Merci d'être là. Euh, Capo. Capo Horace. Merci de vous présenter à la communauté votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Bonjour à tous, je suis Dr Kakoras, médecin de santé publique, médecin suivi évaluation à la direction régionale de la santé du Tonki. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci bien. Merci, docteur. On vous attend, hein? Mon regard est tourné vers vous là-bas, on vous attend. Ah bah, je on y sera. Merci bien. D'accord. Merci d'être connecté. D'accord, donc je vais demander aux autres membres, hein, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter tout à l'heure, quand on aura des opportunités, on pourra vous donner la parole pour le faire. Mais déjà, vous écrivez dans le chat vos noms, vos prénoms, hein, votre structure, votre adresse mail. Voilà, comme ça, on pourra toujours continuer à vous envoyer les invitations, le pays également. Donc, je vais présenter quelques membres, hein, de l'équipe du Super Up. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs experts, hein, constituant notre pool qui sont présents. Donc je vais leur donner l'occasion de se présenter. Moi, c'est Dr Kwasi Emilienne. Donc aujourd'hui, je vais assurer la modération dans le cadre de cette session. Donc je vais laisser l'opportunité à nos experts, hein, pas l'expert du jour, hein, les autres experts du pool, hein, de se présenter. Donc je vais me tourner vers le professeur Ounien. Bonjour, professeur. Votre micro, professeur. Sur votre micro. Votre micro est toujours fermé. C'est pas évident. C'est bon Voilà, c'est bon. maintenant? Oui, C'est ça va. mieux. OK. Bonjour à tous, à toute la communauté. Je suis professeur Wenyen Sanga Barthélemy, CHU de Cocody, et j'ai le plaisir de retrouver la communauté autour de ce sujet important que la COVID-19 pour partager un peu
et apprendre des autres, hein, partager notre expérience et apprendre des autres. Donc, merci de vous retrouver. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Merci, merci. Professeur Kraoufoué, le président du comité scientifique. Professeur, bonjour. Professeur. Professeur Kra. Donc, on va revenir à vous après. Professeur Sonkalo du Mali. Bonjour, professeur. Bonjour, Émilie, comment vas-tu? Oui, je vais bien, professeur, et vous-même. Je vais très bien. Bonjour à toute la D'accord, communauté. d'accord. Merci beaucoup, professeur. Donc, le professeur, c'est le professeur Sonkalo Dao, hein, au niveau de l'hôpital. Professeur Soukalo Dao, CACI de Point G, chef de service de maladies infectieuses. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci. OK. Donc, je vais me tourner vers notre experte du jour, voilà, qui est au niveau de la plateforme de l'INSP, professeur docteur Anne Mataki. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté? Bonjour à tous, bonjour chers professeurs, chers maîtres, bonjour à toute la communauté. Je suis Madjara Anne Mataki, je suis médecin psychiatre. Actuellement, je suis en poste à l'unité pédagogique et de recherche de neurosciences au sein de l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'à côté de psychiatre, je suis aussi attaché de recherche. Et docteur Kwasi me fait la prétention de me désigner expert. J'espère pouvoir apporter ma petite contribution aux aspects de prise en charge psychiatrique et psychosociale. Je préfère psychosociale parce que c'est comme ça qu'on dit en général pour les non-experts en psychologie, on préfère parler plutôt de prise en charge psychosociale qui couvre un peu les dimensions à la fois psychologiques et sociales de la prise en charge et qui ne nécessite pas nécessairement d'avoir un diplôme en psychothérapie. D'accord. Merci beaucoup. On envoie des signaux pour notre expert du jour. Merci. Voilà, donc on va passer rapidement à l'agenda. Juste rappeler pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, la communauté, nous sommes au programme COVID long. Donc, c'est un programme qui a commencé depuis 2023, qui se poursuit en 2025. Et pour l'année 2025, nous sommes à notre 10e session. Voilà. Et c'est une formation qui est adressée à l'endroit de tous les professionnels de santé de l'Afrique francophone surtout. C'est chaque 3 semaines que nous avons nos sessions. Et le thème du jour aujourd'hui, c'est l'apport du soutien psychologique dans la prise en charge des patients post-COVID. Donc, on va rappeler rapidement, hein, nous sommes en train de voir l'agenda. Il y aura une présentation des cas, voilà. Ensuite, on va discuter, ce sont des cas anciens que nous avons déjà vus, pour lesquels nous avons abordé d'autres aspects, mais aujourd'hui, nous allons les représenter pour aborder le volet psychologique. Donc, nous allons échanger tout à l'heure autour de ces 2 cas. Ensuite, nous aurons une présentation didactique de notre experte qui va vraiment donner les éléments essentiels des messages clés pour vous par rapport au thème. Et nous allons terminer aux environs de 14 heures par la clôture, vous permet de faire également le feedback de la session et on va se donner rendez-vous dans 3 semaines, dans une semaine, parce que cette fois-ci, ça change. OK, on va continuer. Je vais rappeler les consignes. C'est très important. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas.
Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, activez votre micro. Vous dites votre nom, le nom de votre organisation et votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux pour éviter les interférences. Assurez-vous aussi d'avoir un débit suffisant là où vous vous trouvez pour mieux prendre part à la séance. Et puis, levez la main lorsque vous voulez qu'on vous donne la parole. Ne divulguez pas d'informations de santé protégées ou d'informations. Ce dont nous allons parler ici doit respecter la confidentialité. Diapo. Donc, pour les problèmes de Zoom, vous allez échanger dans le chat. Vous allez écrire, poser votre problème dans le chat. Le IT va se charger d'échanger avec vous. Donc, comme on le disait, vous allez vous présenter également dans le chat pour nous permettre de pouvoir recueillir toutes ces informations. À la fin de la présentation, les diapositives sont mises à disposition dans le groupe IECO, sur la plateforme IECO. Donc, cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Voilà. Et dans le cadre de ce programme, nous avons 2 types de certificats. Nous avons une attestation de session qui est délivrée automatiquement après avoir participé au sondage. Et ensuite, nous avons un certificat de participation. Ça, c'est à la fin de la formation. Après avoir pris part à au moins 75% des sessions. Voilà. Donc, juste également vous dire que dans le cadre de ce projet, de ce programme, nous utilisons les données, notamment en lien avec la participation, vos commentaires dans le chat, vos réponses des sondages. Donc, toutes ces données sont utilisées vraiment pour faire des rapports, pour faire des enquêtes, pour faire également des évaluations. Puisque nous sommes dans le cadre d'un programme, il est bon qu'on puisse évaluer ce programme. Donc, voilà, rappeler les consignes par rapport à la bonne conduite d'une session éco en ligne. Donc, pour aujourd'hui, la séance sera un peu spéciale. Voilà. Donc, on a 2 cas cliniques dont je vais faire la lecture et dont les personnes qui avaient déjà présenté ces cas sont déjà en ligne. Ces personnes sont en ligne. Donc, avec l'expert, on va échanger avec ces différents présentateurs. Et puis, ensemble, nous allons formuler des recommandations. Et après, notre expert du jour va nous orienter par rapport à ce qu'on aurait dû faire dans le cadre de la prise en charge psychosociale, voilà, c'est ce qu'elle a dit, de ces patientes-là. Malheureusement ou heureusement, ce n'est que des dames que nous allons présenter. Donc, je vais présenter le premier cas. Diapo. Donc, pour le premier cas, il s'agit d'une patiente de 49 ans qui est mariée, 3 enfants. Elle est institutrice, voilà. Elle a été diagnostiquée COVID-19 en 2021. Elle a été hospitalisée pendant 6 semaines avec 3 semaines en réanimation. Et par rapport à ses séquelles, des séquelles post-COVID, elle a des séquelles respiratoires à type de rhinite, dyspnée asthmatique, et elle a des signes neurosensoriels et psychologiques, à type de fatigue surtout, de troubles olfactifs, d'anxiété, d'irritabilité et d'humeur dépressive. Donc, elle a bénéficié d'un arrêt de travail de septembre 2021 à mai 2022. Donc, c'est un cas qui a été présenté par l'équipe de la médecine du travail. Donc, pour cette patiente, il était question de savoir si elle devait reprendre son poste dans son temps. Et puisque elle a présenté vraiment des signes psychologiques, aujourd'hui, nous allons surtout mettre l'accent sur des échanges sur le plan de la prise en charge psychosociale, ce qui aurait dû être fait pour cette patiente. Voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est également une patiente de 52 ans, enseignante.
Elle est diabétique de type 2 qui est sous traitement depuis 2019. Elle a présenté un COVID-19 positif en 2021. Donc, elle a été prise en charge, tout et tout. Mais elle a gardé des signes qui ont persisté jusqu'en mars 2022, à type de fatigue chronique, de troubles de la mémoire, sur le plan cognitif. Elle avait beaucoup de plaintes, voilà. Et cela l'empêchait son travail quotidien, voilà, qui a altéré vraiment son travail au quotidien en tant qu'enseignante. Elle avait des difficultés à se concentrer sur des tâches simples comme la lecture d'un livre, la correction de copies, des tâches qu'elle effectuait auparavant avec aisance. Elle oubliait fréquemment ce qu'elle venait de dire, perdait le fil de ses idées en pleine conversation. Voilà. Et elle avait aussi des présents d'épisodes de difficulté à trouver les mots, se sentant surtout incapable de nommer des objets courants ou d'exprimer clairement ses pensées. Voilà. Et des situations comme suivre une discussion rapide en classe ou gérer plusieurs élèves simultanément devenaient vraiment accablantes pour elle. Diapo. Donc, concernant ces troubles cognitifs qui étaient fluctuants et qui s'aggravaient en période de fatigue ou de stress ou après des efforts intellectuels soutenus. Donc, l'impact de ces symptômes sur sa carrière et sa vie sociale a vraiment engendré chez cette patiente une anxiété et une frustration importante, l'amenant à se sentir isolée et moins performante. Donc, voici le deuxième cas également qui est présenté. Nous allons donc échanger sur ces deux cas. Et ensemble, nous ne sommes pas des spécialistes, mais ensemble, nous allons, communauté va poser ces questions de clarification comme on le fait d'habitude. Après, notre expert va poser ses questions de clarification. Ensuite, la communauté va faire des recommandations et nous allons attendre à la fin les orientations de notre expert du jour par rapport à ces deux patients. Donc, chers membres de la communauté, je commence par vous. Avez-vous des questions de clarification à poser? Vraiment, il faut que ce soit vraiment interactif. Donc, est-ce que vous avez des questions de clarification à poser? Ulysse, tu peux garder en position le cas. On va réduire ça, permettre aux gens de voir un peu, de repasser. Avez-vous des questions de clarification à poser? Voilà. On est surtout sur l'aspect de la prise en charge psychosociale. Chère aînée Geneviève, docteur Geneviève, voilà, faut laisser ça pas en diaporama. Bonjour, j'ai vu notre aînée bien connectée. Bonjour mes petites sœurs, bonjour pour cette belle animation et puis merci de nous mettre à jour régulièrement. Merci. Je profite peut-être pour... Voilà. Vas-y, je voulais savoir ces deux patientes ou bien à quel niveau elles sont au niveau de leur travail. Est-ce qu'elles sont suivies à la maison? Je voudrais savoir quelle est la suite de leur prise en charge en fait. D'accord. D'accord. Donc, docteur Guégui, le professeur Ognien, les patientes actuellement, quelle est leur évolution? Oui, docteur Kwasi. Oui. Oui. C'était quoi la question? Je n'ai pas vraiment suivi. La connexion s'est trouvée. L'état actuel de cette patiente par rapport à son activité. Par rapport à son activité, ok, merci. Donc, merci à l'auditeur pour sa question. Alors, cette dame, elle a repris le travail, mais ça ne s'est pas fait immédiatement. Il y a eu d'abord une reprise progressive, on va dire à temps partiel, à son poste d'institutrice. Et je crois que c'est une année scolaire parce elle était en congé de maladie pendant une année entière. Et ensuite, l'année qui a suivi, donc, elle a travaillé à temps partiel, donc 50%.
je crois l'école a joint un autre instituteur pour travailler avec elle. Et ensuite, l'année qui a suivi, je pense l'année 2023-2024, elle a commencé à travailler en plein temps. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui nous situent sur l'évolution de votre patiente. J'ai vu M. Jérusalem avait la main levée. Allez-y pour votre question de clarification. M. Jérusalem? Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui. Oui. Donc, en fait, je voulais savoir, est-ce que la patiente a bénéficié d'une prise en charge psychologique pendant sa prise en charge médicale de la COVID? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait un suivi psychologique là où elle a été prise en charge? Ou bien le suivi s'est fait seulement après qu'elle soit sortie du site de prise en charge? D'accord. Donc, je vais faire un nouvelle. Professeur Kra, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis à une formation. D'accord, professeur. Sur le téléphone. Voilà. On demande si votre patiente, parce qu'il y a deux patientes, le cas numéro 2, c'est la patiente du CHU. Oui. Est-ce qu'elle a eu un suivi psychologique dans la structure, là où elle a consulté? Oui, normalement, oui. En fait, avant la phase aiguë de la COVID, normalement, on travaille avec les psychologues, les psychiatres plutôt, l'équipe de professeurs qui prennent en charge tout le monde. Voilà, tous les cas de COVID sont vus. D'accord. Pendant la phase de COVID long, est-ce qu'elle a consulté? Par l'équipe de psychiatrie. Quand on avait posé le diagnostic donc, de COVID long, on avait référé donc à la psychiatrie aussi, à la médecine interne. Et puis, c'est dans ce moment-là que la patiente a été perdue de vue. Voilà. OK. Le cas numéro 1. Ici, professeur Kra pour des éléments de réponse. Et le cas numéro 1, est-ce qu'elle a bénéficié d'une prise en charge psychosociale dans la structure, là où elle est venue consulter? Merci, docteur Kwasi. Effectivement, parce que elle a consulté au service de médecine du travail du CHU de Cocody. Et au niveau du service de médecine médecine du travail du CHU de Cocody, on a un grand avantage d'avoir une unité de psychiatrie au sein de ce service. Donc, devant donc les troubles psychologiques présentés par la patiente pendant la consultation, notamment l'anxiété, l'humeur dépressive, donc on l'a référé donc cette patiente sur les spécialistes psychiatres qui travaillent au sein de cette unité, et donc ils ont poursuivi donc sa prise en charge au niveau psychologique. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions de clarification avant que je ne me tourne vers notre expert du jour? Les autres membres de la communauté, avez-vous des questions de clarification à poser? Oui, M. Djouma. Monsieur Djouma, allez-y pour votre question. Micro. Bonjour, bonjour tout le monde, chers membres de la communauté. Ma question est la suivante. Nous connaissons parfaitement qu'est-ce qu'on appelle la COVID et les conséquences qui engendrent au milieu de la communauté, toutes les communautés du monde. Bon, et cette dame, c'est une enseignante. Elle engendre deux communautés différemment. La communauté où elle est sortie et la communauté de ses élèves. Quelles sont des mesures qui étaient prises en avance? Certainement que la patiente était hospitalisée. C'était plus un tabou. Dans ce contexte, tout le monde était suspect compte tenu de la psychose qui crée la COVID au milieu communautaire. Maintenant, quelles sont des précautions qui ont été prises en avance au milieu de sa communauté
et la communauté de ces élèves lorsqu'elle a reprise le travail pour éviter la stigmatisation. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Guégui, pour votre cas, qui a Ok. bénéficié d'un arrêt de travail, oui, allez-y. Donc, quelles sont les précautions qui ont été prises au niveau professionnel, c'est ça? C'est ça. Oui, je pense que Oui. j'avais plus. Voilà. Ok, donc, je pense que d'abord, il faut que je situe un peu le contexte de cette dame. Euh, c'est, c'est une dame, en fait, qui nous a été adressée donc, au service de consultation de médecine du travail par un expert du conseil de santé, parce que donc, devant l'aggravation donc, de ses symptômes qui persistaient après son tableau de COVID, elle a saisi le conseil de santé. Et donc, le conseil de santé lui a référé un expert qui était pneumologue, qu'il a reçu. Et donc, après les investigations donc, de ce pneumologue, il a donné une suite non favorable parce qu'en fait, sa requête, c'était pour adapter son poste de travail. C'est pour cette raison qu'elle avait saisi le conseil de santé. Donc, l'expert pneumologue donc, a donné une suite non favorable à cette requête. Et donc, devant son désaccord et devant la persistance de ces symptômes qu'elle exprimait, ce pneumologue donc, nous a référé, étant expert donc, des questions de santé, pour donner un deuxième avis donc, sur l'aptitude médicale à son poste d'institutrice. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous, au service de médecine du travail, nous recevons donc cette patiente. Donc, effectivement, on l'a examinée, on l'a interrogée également. Et donc, comme je le disais, devant donc ces symptômes psychologiques, notamment, elle était d'humeur dépressive, elle était vraiment irritée à chaque fois qu'on posait des questions. Non, c'était en des termes, non, je vraiment pas retenu au travail parce que pour elle, elle était convaincue que le point de départ de sa transmission était le contact avec les enfants. Donc, il y avait vraiment un stress post-traumatique qu'on percevait. Et donc, c'était, je crois même, la conclusion donc, des psychiatres dans leur rapport. Donc, effectivement, on a rédigé donc, un rapport en vue d'aménager donc, le poste de cette dame. Et c'est ce qu'on a fait. Et Dieu merci, au niveau de sa direction, je pense que cette requête est passée. Donc, comme je disais, il y a eu un aménagement donc, de ses horaires. Elle a travaillé à temps partiel sur une année scolaire. Elle a travaillé avec un autre collègue instituteur. Et l'année qui a suivi, elle a travaillé en temps plein. Bien entendu, avec des mesures d'hygiène, on a recommandé également les mesures d'hygiène également à suivre. Donc, voilà un peu comment est-ce que la prise en charge de cette patiente a été conduite. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions de clarification, on va se tourner vers notre expert. Notre expert du jour. Allô? Oui, Monsieur Lamine, avez-vous une question de clarification à poser? Voilà, j'ai quelques questions à poser. J'ai un souci avec la main et ma caméra. Raison pour laquelle je parle sans lever la main. Voilà, parce que ma question, c'est concernant la première patiente. On a ce que le professeur vient de dire. Voilà, parce que si elle pense que c'est dû aux enfants, je pense qu'il faut faire l'itinéraire. Il faut connaître l'itinéraire de cette patiente au moment du diagnostic et quels étaient ses contacts. Parce que si on parvient à connaître ça et puis voilà, chercher les cas index où elle s'est fait contaminer, peut-être ça peut nous aider vraiment à écarter ces idées vu que je pense que vraiment c'est les enfants qui l'ont contaminé. Ça, c'est une première proposition. Deuxième, oui, le pneumo, on va parler. Est-ce qu'il a... Monsieur Lamine, Oui. Je crois que vous êtes en train d'aborder les recommandations. Donc, tout à l'heure, on va revenir à vous. Je m'excuse de vous avoir coupé la parole. Nous sommes pour le moment aux questions de clarification. Donc, tout à l'heure, quand on va commencer les recommandations, vous allez nous redonner encore vos recommandations très intéressantes. Voilà. Donc, gardez-les au chaud. Tout à l'heure, on va revenir vers vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va donc passer à notre expert du jour. Tu peux arrêter le partage, s'il te plaît, Koulibaly. Voilà, pour qu'on puisse voir notre experte. Voilà. Donc, docteur Anne-Mataki, avez-vous des questions de clarification à votre tour à poser? Merci beaucoup, docteur Kwasi.
Je pense que la majorité de mes questions a été déjà posée et répondue, ce qui me permet de voir un peu plus clair sur ce cas. Mais la question que j'ai à poser pour les deux patientes, c'est déjà quel était leur statut vaccinal. Parce que c'était 2021, on avait déjà commencé les vaccins. Est-ce que ces dames avaient déjà reçu un vaccin? Abouaké, bonjour. Pour moi, Abouaké, avant sa maladie, elle n'avait pas reçu le vaccin. Bonjour. Oui, Comment tu vas, bonjour, docteur? allez-y. Bonjour, Je professeur. sais que la dame n'avait pas reçu les vaccinations contre le SARS-CoV-2. Parce que les vaccins sont revenus plus tard chez nous ici. Merci On a reçu beaucoup. les vaccins plus tard, voilà. Et le cas numéro 1? Le cas numéro 1. Le cas numéro 1, d'abord, bonjour, notre experte du jour. Le cas numéro 1, pareil, notre patient n'avait reçu aucune dose également contre le SARS-CoV-2. Merci beaucoup. Pour ce cas, je n'ai pas eu les... dans quel environnement familial était votre patiente? Oui, c'est une dame donc, qui était mariée, ancienne mariée et mère de 4 enfants. Merci beaucoup. Et, oui, voilà, les deux vivaient ensemble. Il n'y avait pas de souci au niveau de la famille. Merci beaucoup. Et la dernière question que j'ai à poser concernant le cas 2, c'est au niveau de son diabète. Comment est-ce que ça évoluait durant toute cette période-là? C'était contrôlé, le diabète était contrôlé. Elle suivait bien son traitement antidiabétique. Comme c'est à comprimé, elle prenait correctement. Merci beaucoup. Docteur, j'ai fini avec mes questions. OK, donc merci beaucoup à toute la communauté, à notre expert pour ces questions de clarification. Nous allons donc passer aux recommandations. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à la place, si vous aviez reçu ces deux patientes sur le plan psychologique, psychosocial? Nous ne sommes pas des experts, mais nous, on commence d'abord. La patiente, vous avez reçu ces patients-là, vous n'êtes pas des experts. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Et puis après, notre expert va nous dire ce qu'on aurait dû faire en tant que spécialiste. Donc, Monsieur Abba, malheureusement, nous sommes aux recommandations. Est-ce que vous avez une recommandation à formuler par rapport à ces deux cas qui ont été présentés? Ouvrez votre micro et puis je vais donner la parole à Monsieur Lamine pour ses recommandations. Monsieur Abba qui a la main levée, vous ouvrez votre micro. D'accord, donc on va continuer. Monsieur, allez-y. Oui, en fait, ma question est avec le cas numéro 1. Est-ce que la prise en charge psychologique touchait les aspects familial et social pour le cas numéro 1? C'est ça ma préoccupation, en fait. Ce n'est pas une recommandation. D'accord, donc tout à l'heure, l'expert en dira plus. Merci beaucoup. Donc, on va permettre à M. Lamine de faire ses recommandations. On avait déjà la première recommandation qui avait été faite. Il s'agissait de connaître l'itinéraire de cette patiente pour la rassurer par rapport à ses inquiétudes. Monsieur Lamine, on vous écoute. Voilà, je pense que c'était la 10e recommandation. Si au moins sur le pneumologue, il pouvait refaire la spirométrie, vu qu'elle a des dyspnées asthmatiformes. Si toutefois également, il peut faire un test de marche parce qu'elle est institutrice, elle parle beaucoup peut-être avec les enfants. Souvent, si les enfants ne sont pas tranquilles, elle doit se déplacer. Et si elle fait des dyspnées, elle va toujours penser qu'il y a toujours un souci au niveau pulmonaire. Voilà, l'idéal est une spirométrie et un test de marche. Maintenant, en fonction de ça, on peut adapter son traitement. Si tout rentre dans l'ordre, psychologiquement, ça peut aller, à mon avis. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Dr. Lamine, pour vos recommandations. Votre recommandation? Avant que nous ne passions à notre expert, non, je ne vois pas de main levée. D'accord.
comme c'est un sujet vraiment particulier. Donc, Anne Mataki, comme tout puis, voilà, pour vos recommandations. D'accord. Déjà, j'ai entendu ce qui a été fait et je pense que ça a été bien fait. Il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont tenu compte de la spécificité euh, de l'étape psychologique des patientes au moment où elles étaient dans cet état-là. Parce que ce qu'il faut comprendre réellement, c'est que déjà en 2020, lorsque le Covid est apparu, ça a été un séisme émotionnel pour tout le monde. Et la perception de cette maladie était quelque chose d'assez discriminante et avec beaucoup de stigmatisation. Et du coup, lorsque les patients présentent un Covid long, il y a eu aussi, en 2021, ça s'inscrivait dans une errance thérapeutique pour comprendre ce qui se passait et le lien avec la Covid en général n'était pas fait aussitôt. Les patients erraient, traînaient cette fatigue, ils s'inquiétaient de leur santé physique. Et lorsque donc ce diagnostic tombait, la première chose à faire dans ce genre de cas, c'est de faire ce que nous on appelle une psychoéducation, c'est-à-dire de prendre la personne et de lui expliquer les symptômes qu'elle a, le lien avec la COVID, pour qu'elle comprenne réellement. Parce que lorsque le patient a une errance comme ça thérapeutique, l'anxiété ne fait que monter. Et n'ayant pas d'explication réelle par rapport aux symptômes qu'il a, le niveau d'anxiété est très élevé et lorsque ces symptômes ne sont pas reconnus comme des symptômes, ils n'ont parfois pas de réalité physique en fait, parce que l'anxiété est telle que ça peut créer l'anxiété donne toutes sortes de manifestations et peut aggraver des manifestations physiques qui ne seront pas nécessairement visualisées par les examens. Donc, il est véritablement important d'agir sur l'anxiété en permettant à la personne de comprendre ce qu'elle a. Ça, c'est ce que j'appelle la psychoéducation. Et cette psychoéducation doit s'appuyer sur ce que nous, on appelle une écoute attentive. Une écoute attentive qui va permettre de bien comprendre quelles sont les préoccupations de la personne. Et surtout, cette écoute attentive doit aussi permettre de valider les émotions que la personne ressent. C'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir apaiser la personne et aller vers quelque chose de thérapeutique. La deuxième chose que je dirais, c'est que quoi qu'il en soit, anxiété ou pas anxiété, il faut véritablement faire une évaluation des capacités physiques de ces personnes. Parce que le travail d'enseignant, surtout lorsqu'il s'agit d'instituteurs, c'est un travail qui est épuisant. Aujourd'hui, nous connaissons le contexte dans lequel nous sommes avec des classes qui sont souvent surchargées, qui demandent donc à l'enseignant d'avoir des compétences physiques même pour pouvoir résister à la charge de travail. Et si cette charge de travail est énorme et qu'il n'a pas les compétences physiques, c'est un facteur supplémentaire de stress qui va venir aggraver son état. Il faut comprendre aussi que le stress lui-même rend malade, en fait. Le professeur Wignan est là, il va certainement appuyer ce que je dis. Le stress lui-même a un impact important sur la santé de l'individu. Donc, il faut une évaluation physique de toutes les compétences et prendre véritablement en compte les plaintes pour pouvoir justement s'appuyer dessus, pour pouvoir faire la psychoéducation pour que la personne comprenne bien que telle plainte n'est pas liée à l'affection et c'est peut-être parfois parce qu'elle est anxieuse qu'elle majore ses symptômes. Et lorsque cette compréhension est faite, donc elle sera plus apte à travailler. Et la troisième chose, mais qui a été faite, donc c'est l'adaptation du poste de travail du patient à ses capacités
et de façon progressive en s'appuyant donc sur les textes en vigueur et les opportunités qui sont en vigueur, comme le Conseil de santé qui permet de donner un congé prolongé si nécessaire, ou permet aussi d'adapter en fait un poste de travail. Et toujours dans la prise en charge psychosociale, il y a l'individu, certes, mais il faut aussi, donc le côté social, c'est l'environnement dans lequel il évolue qu'il faut aussi prendre en compte. Donc parfois, il est nécessaire de rencontrer donc le conjoint et les enfants parce que, surtout qu'il s'agit de femmes là, il y a ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire que les femmes, elles ont certes leur travail administratifs qu'elles exercent, mais il y a un deuxième travail qui les attend à la maison, qui est la gestion de la maison et qui n'est pas toujours aussi quelque chose de léger. Donc, il faut qu'on puisse interpeller les uns et les autres pour qu'ils soutiennent la personne dans ça. Et oui, dans le cadre de la psychoéducation, donc, il y a aussi des conseils qu'on peut donner à la personne. Je prends le cas de la dame numéro 2 qui avait repris le travail et qui commençait à être de plus en plus épuisée au niveau cognitif. Donc, il faut recommander donc, qu'elle séquence ses activités parce qu'elle ne peut pas se concentrer longtemps et plus longtemps elle va rester concentrée, plus elle va s'épuiser, qu'elle se donne des pauses et qu'elle utilise aussi certaines techniques pour pouvoir se reposer, dont la technique de respiration, la respiration profonde qu'on peut utiliser aussi pour faire baisser le niveau de stress. Je pense qu'avec ça, on peut y arriver. La respiration profonde, on peut trouver sur YouTube, on peut trouver cohérence cardiaque qu'on peut utiliser pour apprendre à respirer. C'est valable pour tout le monde et ça permet vraiment de s'apaiser et de ralentir aussi lorsque l'anxiété commence à trop monter, donc de permettre d'apaiser les fonctions cardio-respiratoires de sorte qu'on s'apaise et ça apaise aussi au niveau psychologique. Voilà en gros ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux à notre expert par rapport à ces recommandations que je pense sont faisables au niveau du CHU de Boaké comme de Cody, de Guégui, c'est bon, ça peut aller par rapport à ces recommandations? Oui, ça va. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je n'ose pas poser la question au professeur Oufoué parce que c'est... Merci, d'accord, à notre expert. Donc, sans plus tarder, voilà, nous allons, après avoir échangé autour de ces deux cas très, très intéressants, hein, avec ces recommandations qui sont issues de la communauté et de l'expert du jour, nous allons passer à la deuxième partie de cette session, c'est-à-dire la présentation didactique. Donc, on donne l'opportunité à notre expert du jour de nous en dire plus sur ce soutien psychosocial. Voilà. Donc, le docteur Anouataki, tu as toute la place. Merci. Je ne vais pas vraiment revenir sur la définition du Covid long, qui, on le sait, se manifeste donc après que la personne ait fait un épisode de la maladie à coronavirus et le Covid long ou le syndrome post-Covid-19 atteint environ 20% des personnes qui ont vécu cette infection avec des manifestations qui concernent de très nombreux organes et qui peuvent être assez difficiles à vivre. Et 30 à 60% des personnes ayant présenté un syndrome post-Covid vont présenter des troubles psychiques avec un impact important sur leur vie sociale, professionnelle et familiale. Donc, les capacités de la personne à reprendre son travail ou ses activités quotidiennes sont réduites. Ce qui fait du Covid long une réalité médicale et psychologique, d'où l'intérêt de la prise en charge psychosociale. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est de permettre de comprendre les enjeux psychiques du Covid long,
d'identifier les besoins d'un patient souffrant d'un syndrome post-Covid, d'appliquer une démarche de soutien psychologique structurée et d'adapter la posture professionnelle dans l'accompagnement. J'ai un résumé rapide des troubles psychosociaux qu'on peut retrouver dans le Covid long. Donc, il y a l'isolement social, les deux cas qu'on a vus l'ont souligné, la baisse de l'estime de soi, les difficultés professionnelles qui peuvent aller jusqu'à la désinsertion, la chronicisation des symptômes, mais surtout un sentiment d'abandon ou d'incompréhension à la fois de la famille, des proches, comme de la part des soignants aussi. Et l'individu va donc présenter des troubles du sommeil, des difficultés dans ses activités quotidiennes. Ça peut aller jusqu'à des difficultés dans ses soins personnels. L'anxiété qui est définie donc comme une peur sans objet. La personne sent qu'elle a peur, elle a des palpitations, elle a des tremblements, elle peut avoir des troubles de l'attention et de la concentration, mais elle ne peut pas dire de quoi elle a peur. La dépression qui est un trouble de l'humeur dans le sens de la tristesse importante, quasi quotidienne, qui dure pratiquement toute la journée et donc qui empêche la personne de se projeter dans l'avenir. On peut avoir aussi des troubles neurocognitifs qui vont concerner donc l'attention, la concentration, la mémorisation. On a un tableau spécifique lié au Covid qu'on appelle le brain fog, le brouillard cérébral, qui donne un tableau confusionnel avec des troubles intellectuels majeurs. Et aussi ce qui a été évoqué donc pour le cas numéro 1, le trouble lié au stress post-traumatique, qui est un trouble grave de la santé mentale qui survient lorsque la personne se trouve dans une situation dans laquelle elle est confrontée à la mort. Lorsqu'elle est confrontée à la mort, c'est-à-dire une situation dans laquelle elle se dit qu'elle va mourir et donc qui va générer une très grande angoisse, ce qui fait qu'après l'épisode morbide, donc la personne peut développer un trouble anxieux majeur, puisque le trouble du stress post-traumatique est classé parmi les troubles anxieux, un trouble anxieux majeur et qui va se traduire par de nombreuses manifestations cliniques. Tous ces symptômes sont des symptômes invisibles qui sont invalidants. Invisibles parce que il n'y a pas d'examen physique ou biologique qui vont permettre d'établir leur réalité, mais néanmoins, ils sont invalidants. C'est juste la plainte fonctionnelle qui doit permettre de les diagnostiquer. Alors, plusieurs études ont permis d'établir des mécanismes psychologiques qui vont précipiter certains patients donc vers une affection post-Covid. Et parmi ces mécanismes-là, on a pu donc retrouver la détresse psychologique importante lors de l'épisode aigu de Covid, le contexte dans lequel la personne a été infectée et les sources d'information et les croyances concernant la COVID-19. Ce sont ces éléments qui ont été identifiés donc comme pouvant précipiter une personne dans un syndrome Covid long. Nous allons donc aborder maintenant la question du soutien psychosocial. La notion de soutien psychosocial fait intervenir un ensemble de services et d'interventions qui visent à améliorer le bien-être mental, émotionnel et social des individus. Le but du soutien psychosocial, c'est de fournir un espace sûr dans lequel les personnes peuvent exprimer leurs sentiments, recevoir des conseils pratiques et renforcer leur résilience face à des difficultés. Je précise que
Oui, les objectifs de la prise en charge psychosociale, donc, c'est de rassurer et de valider les plaintes de la personne, de réduire la charge mentale et émotionnelle, de réactiver les capacités cognitives, de lutter contre l'isolement et la dévalorisation et d'adapter l'environnement de travail. Je précise que le soutien psychosocial est une activité qui n'est pas dévolue aux seuls spécialistes. Tous ceux qui interviennent dans le secteur de la santé peuvent développer donc des compétences en soutien psychosocial, ce qui va permettre de rendre leur travail un peu plus efficace. Et donc, le soutien psychosocial repose sur 4 éléments: le soutien émotionnel, le soutien social, l'éducation et la sensibilisation et l'orientation. Et ces 4 éléments interagissent entre eux. Nous allons commencer par le soutien émotionnel, donc, qui repose sur l'écoute attentive, le non-jugement, la validation des émotions, l'empathie. Et lorsqu'on a fait tout ça là, la personne elle-même peut avoir ses solutions. Donc, comment faire une écoute attentive? Une écoute attentive nécessite qu'on ait un langage corporel ouvert. C'est-à-dire, le langage corporel ouvert, c'est les membres, qu'il s'agisse des membres supérieurs et des membres inférieurs, ils doivent pas être fermés, croiser les bras, croiser les jambes pour écouter quelqu'un. C'est un langage fermé. Par contre, comme vous pouvez le voir sur l'image, le soignant est penché vers l'avant vers la personne et concentré sur ce que la personne dit. On peut hocher la tête pour marquer sa présence. Je ne dirais pas nécessairement marquer son accord, mais ou faire les bruits d'accord, là, comme on fait chez nous, qui permettent à la personne de continuer à parler. Et dans l'écoute attentive, il faut éviter d'interrompre, mais on peut demander des éclaircissements. On peut aussi, un outil qui est essentiel, c'est la reformulation, c'est-à-dire dire dans mes propres mots ce que j'ai compris de ce que l'autre a dit. Et ensuite aussi, je peux résumer ce qu'il a dit. Donc, de reformuler, de résumer, ça permet à la personne de savoir qu'on l'a effectivement écouté. Et lorsque la personne se sent écoutée, donc, elle peut aller plus en avant. Et l'écoute attentive se base, écoute des faits, mais écoute aussi des émotions. Donc, l'écoute attentive doit permettre à la personne d'exprimer ses émotions de sorte que le non-jugement permette de valider ses émotions. Du genre, ah, je comprends madame, pour parler pour le cas, par exemple, si c'est le cas numéro 1, si j'ai bien compris tout ce que vous me dites, donc vous êtes très préoccupé parce que vous avez le sentiment que vous avez été contaminé à l'école. C'est bien ça? Ah oui, 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 docteur, effectivement, les enfants là, ils toussent beaucoup, etc. Donc, la personne va mieux parler et elle ne se sent pas rejetée ou sa parole n'est pas annulée et ça lui permet donc d'établir la confiance. L'empathie, on en parle beaucoup. On dit souvent, c'est se mettre à la place des autres. Ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt de la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions de l'interlocuteur. Donc, avec l'écoute attentive, on peut montrer véritablement de l'empathie qui va permettre donc à la personne, à la relation thérapeutique de se développer. Et enfin, donc, lorsque on a fait cette écoute attentive et avec la validation des émotions, cette écoute empathique-là, la personne elle-même peut trouver certaines solutions et vous faire des propositions dont vous allez discuter par rapport à ce qui est le plus pertinent.
3 conditions pour apaiser les émotions d'autrui. Ne jamais contester la légitimité de l'émotion. Ah, madame, vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu, hein? Oh, vous aussi. La petite toux, là, c'est à cause de ça que vous ne voulez pas travailler. Non, ça ne doit pas se dire. On doit reconnaître qu'elle a sa toux et que ça la préoccupe. On peut faire les examens et puis ensuite, on va lui dire effectivement que les examens ne montrent rien qui puisse justifier cette toux, mais peut-être que effectivement c'est son inquiétude qui établit ça. Et donc, on va s'étendre sur son inquiétude pour lui permettre d'en dire plus et ça va permettre donc à ces signes-là de céder. Poser les questions les plus simples possibles et chercher à séparer les faits de l'interprétation. Voilà. Donc, je reprends le cas numéro 1. Séparer les faits de l'interprétation, ça va être pourquoi vous pensez que ce sont les enfants qui vous ont contaminé. Est-ce que dans la période où vous avez déclenché votre maladie, effectivement, il y avait beaucoup d'enfants qui toussaient, etc., dans la classe, et quels étaient les autres signes? Ça permet de recentrer les choses. Donc, cette écoute active et soutien émotionnel aide la personne à se sentir entendue et comprise et va permettre aussi de repérer donc les signes de détresse psychologique, les signes d'anxiété ou de dépression que j'ai rappelé, donc la tristesse persistante, le retrait social, l'insomnie, les troubles alimentaires. Ensuite, le deuxième volet, c'est le soutien social, qui est l'ensemble des ressources et des interactions sociales qui apportent aide, assistance, confort, empathie et encouragement aux individus. Et elle va se faire donc par le biais d'activités telles que les groupes de soutien, les activités communautaires et les programmes de réintégration sociale. Dans le cadre médical, on peut demander donc à rencontrer le conjoint. On peut aussi faire des interventions à l'école pour permettre de réduire la stigmatisation. Le troisième volet du soutien psychosocial, c'est l'éducation et la sensibilisation. Tout à l'heure, j'ai parlé de la psychoéducation sur le Covid long. Donc, ce sont les informations qu'on peut donner sur le Covid long, les différents troubles, tout en restant centré sur les manifestations présentées par le patient pour lui permettre de comprendre ces manifestations et d'en comprendre la gravité, la durée, parce que les symptômes du Covid long sont fluctuants en fonction du stress, de la fatigue, de la charge cognitive. Et cette psychoéducation a pour but de réduire l'incompréhension et la peur. Ensuite, on va insister sur les conseils d'hygiène de vie, notamment sur l'alimentation, la nécessité de dormir, la pratique d'activité physique adaptée, et puis toujours le maintien des mesures barrières de sorte à limiter la propagation et à limiter aussi d'être contaminé. Finalement, les mesures barrières sont peut-être un réflexe aussi de protection, doivent être un réflexe de protection pour nous tous. Ensuite, on va aider la personne donc à gérer son stress. J'ai parlé de la respiration abdominale, de la relaxation, de la cohérence cardiaque. On peut trouver des tutos sur YouTube qui sont bien et qu'on pourrait apprendre à pratiquer pour soi-même d'abord et aussi pour pouvoir aider les patients, parce que ce sont de bons moyens non médicamenteux de réduire le niveau d'anxiété notamment. Et puis, on va travailler avec la personne sur la gestion de son temps, en limitant la surcharge avec les nombreuses tâches qu'elle doit accomplir. La recommandation d'avoir un agenda, une to-do list, la liste de ce qu'il doit faire pour pouvoir s'organiser, la nécessité d'inclure dans cet agenda des pauses, d'avoir des rituels de récupération, etc. Bref, que la personne prenne soin d'elle-même. Et enfin,
Donc, il va avoir l'accompagnement professionnel avec les arrêts de travail, les conseils de santé ou l'adaptation du poste de travail. Et enfin, l'orientation, parce que la notion de Covid a montré que finalement, ce n'est pas une affection qui doit être prise en charge par un seul soignant et que différents spécialistes interviennent. Les formations AECO nous les montrent bien, que les tableaux sont tellement divers que ça nécessite l'intervention de différents spécialistes, le neurologue, le pneumologue, le médecin interniste, s'il y a des facteurs de risque, le médecin de médecine physique et réadaptative pour pouvoir avoir son avis sur les activités physiques et qui vont permettre à la personne de retrouver un certain niveau d'énergie et puis un avis psy si besoin. Je précise que lorsque la prise en charge psychosociale est bien faite, il peut ne pas avoir besoin de mettre des médicaments. Et donc, il faut faire attention de ne pas contribuer à la stigmatisation en adressant la personne au psychiatre parce que c'est quelque chose qui est vécu généralement un peu mal. Donc, pour être un peu synthétique, je dirais que le soutien psychosocial va viser donc la reconnaissance de la souffrance invisible, la réduction de la détresse émotionnelle, l'adaptation aux nouvelles capacités, parce que surtout s'il y a des symptômes pulmonaires, les capacités ça diminue beaucoup puisque la personne est souvent mal oxygénée. Donc, et la facilitation au retour à la vie active et surtout la prévention de troubles psychiatriques durables. On peut utiliser certains outils d'évaluation dont le MOCA ou le MMSE qui permettent d'évaluer les aspects cognitifs, qui permettent d'évaluer la personne au niveau intellectuel. Le HAD, Hospital Anxiety and Depression Scale, qui permettent d'évaluer les symptômes d'anxiété et de dépression. Et ensuite, un outil recommandé, c'est la psychoéducation sur le COVID, donc le soutien à la réinsertion sociale et professionnelle, le travail avec les proches, et puis la nécessité de rompre l'isolement avec des groupes de parole, si vous avez pu créer des groupes de parole avec les patients qui ont traversé un COVID long, ça serait intéressant d'inclure des personnes nouvelles pour qu'elles puissent partager l'expérience avec celles-là et se sentir moins isolées. Et puis ensuite, on a les thérapies cognitives et comportementales. Ça, c'est peut-être plus du spécialiste, du ressort du spécialiste, parce que ça nécessite quand même, la restructuration cognitive nécessite une certaine formation. Donc, on peut à ce moment-là adresser la personne vers le spécialiste pour bénéficier donc de cette technique de thérapie plus structurée. Donc, ça, c'est une présentation du MOCA qui est un test facile qu'on peut faire. Vous avez aussi... diapo. On peut passer. Vous avez aussi le MMSE. C'est quoi? Un mini-mental MMSE. Mini-mental State Examination. Donc, test d'examen mental, mini-test d'examen mental qui permet donc d'avoir une idée des compétences cognitives de la personne et donc qui vont peut-être influencer la décision au niveau de la reprise professionnelle. Le HAD, je n'ai pas pu le trouver pour le mettre, mais ces tests sont disponibles sur la toile. Donc, en conclusion, je dirais que le soutien psychologique ou psychosocial est un soin essentiel pour la prise en charge du patient ayant un post-Covid, parce que ce soutien va permettre d'améliorer la qualité de vie et de réduire les rechutes.
et il doit être donc accessible dès la première ligne de soins. Donc, ça veut dire qu'il devrait être accessible déjà avec le médecin généraliste. Et il ne faut jamais oublier que le Covid long nécessite une coordination pluridisciplinaire dans sa prise en charge. Je vous remercie. Là, c'est les références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyée pour faire le support. Et je vous remercie et à vous les questions. Merci, merci, merci. Envoyons des signaux. Envoyons des signaux pour dire merci à notre expert du jour. Voilà, le mot écoute est sorti et nous t'avons écouté avec attention. Voilà. Donc, c'est le moment de poser les questions. Oui, docteur Tarima, allez-y pour votre question. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai suivi avec intérêt cette présentation et je remercie beaucoup je remercie beaucoup le docteur pour cette excellente présentation. Moi, j'ai pas de questions vraiment, mais je demande si possible d'avoir la présentation pour que je puisse faire des lectures encore une fois. Merci. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. On va également vous repartager l'enregistrement. Donc, vous allez réécouter encore. Voilà, on va s'exercer à ces 4 principes qu'elle a partagés. Oui, notre doyen, merci à vous, docteur Tarima. Oui, docteur Nekouressi. Oui, merci beaucoup à notre expert vraiment qui nous a instruits. Merci à vous. Je voulais juste demander, ou bien je me pose la question, à entendre notre expert, je pense que, si j'ai bien compris, que la prise en charge d'un malade de COVID doit se faire systématiquement avec le volet psychosocial. Absolument. OK. Absolument, parce que en fait, à cause de toute la souffrance psychologique que génère cette maladie, il ne faut pas oublier comment on a tous été traumatisés en 2020. Et je pense, et les cas le montrent d'ailleurs, que ce traumatisme-là n'a pas encore disparu. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, et que les études ont montré que les facteurs qui concourent justement à la survenue d'un Covid long, il y a toute la stigmatisation. On a parlé de la gestion de l'information et des croyances qui sont liées à la Covid, qui sont un facteur favorisant du Covid long chez quelqu'un. On a parlé de l'isolement social. On a parlé de la détresse psychologique qui survient lors de l'épisode aigu. Donc, ça veut dire que cette personne qui a fait un épisode aigu de Covid et qui aujourd'hui, 3 mois, 6 mois après, présente un tableau qu'il ne comprend pas et qu'à la fin, on lui dit non, mais c'est un Covid long, cette personne vit une détresse supplémentaire. Du coup, il est absolument nécessaire de l'accompagner dans ses soins et de le supporter, de le porter de sorte qu'il puisse traverser cette période-là en ayant compris ce qui lui arrive. Parce que je pense, enfin, en tant que psy, je me rends de plus en plus compte lorsque je reçois même des patients qui ont vu d'autres médecins généralistes. Souvent, je suis obligée de reprendre le diagnostic qu'ils me donnent et de leur expliquer ce qui se passe. Et une fois qu'ils ont compris ce qui se passe, surtout lorsqu'il s'agit de maladies comme quelqu'un qui a une colopathie, qui est une maladie un peu qu'on qualifie de maladie psychosomatique, je mets ça en griffe. Lorsque je leur explique ce qui se passe en me basant sur la physiologie, etc., les symptômes régressent parce que la personne comprend qu'elle n'est pas en train de mourir. Parce que dans ce tableau de maladies psychosomatiques ou de troubles qui n'ont pas vraiment, pour lesquels on ne trouve pas vraiment de substrat organique,
la personne, ça augmente véritablement le niveau de détresse. Dire à la personne ça va aller, ça ne l'aide pas. Elle a besoin de comprendre. Et c'est en ce sens que je dis que tout patient porteur présentant un tableau de COVID long a besoin que le soignant le soutienne avec une écoute de qualité. On parle de psychologie médicale quand on parle d'écoute de qualité. Une écoute de qualité permet vraiment à la personne de se sentir reçue. Et lorsqu'elle se sent reçue, ça l'apaise. La confiance s'installe véritablement. Et à ce moment-là, même pour le soignant, ça facilite le traitement. Ça facilite la prise en charge. Merci beaucoup. Je m'excuse. Merci beaucoup, notre expert. C'est à cela que je pensais, mais c'est aussi valable pour beaucoup d'autres pathologies. En tout cas, merci beaucoup. Et peut-être qu'il faut que les psys nous aident aussi, nous les soignants, à mieux prendre en charge les malades. Merci beaucoup. Merci. Il y a M. Bouraïma qui a la main levée pour sa question. M. Bouraïma, ouvrez votre micro. M. Bouraïma, voilà, allez-y. Oui, merci beaucoup. C'est pour dire vraiment merci au professeur pour cette présentation. Ça nous a vraiment bien permis de comprendre l'importance du volet psychologique et dans les situations d'urgence sanitaire. Et vraiment, ça m'a encore intéressé parce que d'où moi je vous appelle actuellement, au moment de Covid, l'aspect psychologique n'a pas été beaucoup développé. Ça fait que de nos jours, dans nos consultations courantes, nous recevons des gens qui ont encore des séquelles. Ils ont vraiment besoin d'un accompagnement. Surtout la dernière partie de la présentation où notre cher maître a parlé de l'éducation psychologique des patients. Je pense que c'est un volet qui est souvent oublié et dans nos prestations, surtout en médecine générale. Donc vraiment, j'ai pris que ces genres de présentations, ça se répète pour que nos patients puissent vraiment avoir confiance en nous. Si ce n'est pas fait, c'est ça qui les déroute vers nos confrères praticiens de la médecine traditionnelle et ils nous reviennent souvent avec des complications et très pauvres. Encore une fois, merci à notre cher maître. Merci beaucoup en tout cas pour cela. Nous allons remettre l'enregistrement dans le groupe WhatsApp. Est-ce que les IT, vous pouvez mettre le lien du groupe WhatsApp COVID long dans le chat pour ceux qui ne sont pas dans ce groupe, voilà, pour qu'ils puissent nous rejoindre. Et puis, nous allons remettre encore la vidéo dans ce groupe-là pour permettre aux uns et aux autres d'avoir cette vidéo et de repasser cela en revue. Également, nous allons créer un lien YouTube, voilà, pour partager. Vous pourrez écouter encore cette présentation. Et pour ceux qui sont sur la plateforme IECO, on va mettre la présentation sur le groupe. En tout cas, merci pour cette session que nous avons eue aujourd'hui. La base de 2 présentations, 2 cas cliniques. Merci à notre experte pour toutes ces orientations. Nous avons écouté avec attention également sa présentation et c'est ce qu'elle nous dit de faire avec nos patients. Merci au professeur Kraoufoué. Merci à Dr. Guédi, merci au professeur Onyen, merci à toute la communauté. On va mettre le lien voilà, dans le chat. Rejoignez-nous sur le groupe WhatsApp. Faites le sondage, s'il vous plaît. Salut. Faites le sondage. Comment tu vas? Ouvrez vos caméras. On prend des photos, nous sommes à la fin. On ouvre les caméras, voilà. Merci, on ouvre les caméras. Merci à tous nos amis, des forces armées de la Guinée, du Togo, du Tchad, qui nous ont rejoints aujourd'hui pour la première fois pour prendre part à cette session. En tout cas, merci à vous. Et puis, on se donne rendez-vous le 24 juillet avec le professeur Soukalo, qui a un autre cas très intéressant à nous présenter. Donc, avec le Mali, on a droit à des cas très intéressants. Donc,
Ne ratez pas ce rendez-vous-là. C'est jeudi prochain, le 24, Merci. à la même heure. Voilà, venons échanger, venons apprendre autour des cas réels, hein, pour améliorer la prise en Merci. charge de nos patients. Voilà, merci beaucoup. Donc, on se Merci. dit au revoir. Commandant Bibas, au Oui, revoir à vous. merci, au revoir, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Au revoir à Au tous. revoir. Monsieur Juma, portez-vous bien. C'est une petite recommandation à nos amis qui sont en République centrafricaine, qui ont des Oui, difficultés. Le Centrafrique est là, sur le bureau de l'ONG COYAP, 6 à la Kwanga, Ribosumbo Sangwa. Vous pouvez me contacter et on mutualise les efforts pour la Centrafrique qui serait lancée dans la situation pour tout le monde pour améliorer les pratiques de soins de santé en République centrafricaine. Donc, je vous invite tous. J'ai mis mon adresse email et le numéro de téléphone sur le chat. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. merci. J'espère que nos amis de la RCA, vous avez entendu le cri de cœur de Monsieur Juma, qui a lancé le programme ECO RCA. Il vous attend pour l'aider à pouvoir poursuivre. Ils ont un programme sur la chirurgie, la sécurité chirurgicale. Donc, c'est vraiment aussi une autre thématique très intéressante. Donc, il a besoin de vous pour l'aider à conduire ce programme. En tout cas, merci. J'espère que tous nos amis qui sont en ligne ont entendu le cri de cœur de M. Zuma. M. Zuma, nous aussi, on est là. Hein, on va vous accompagner. On ne va pas vous laisser tomber. On va vous accompagner. Merci. Ce programme-là, il va se poursuivre. Donc, Merci. vous avez tous nos soutiens. Donc, au Merci. revoir. Au revoir. Faites le... Voilà. La À communauté. jeudi Merci. prochain. Bye bye. Comment je sors?